Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Vous êtes 1700 personnes dans cette salle. Merci à vous tous d'avoir bravé la fureur de barbares. Merci de m'accueillir chez vous, ici, à Nantes, dans cette belle région tellement française. Ah, vous savez, dans ma carrière de journaliste politique, j'en ai parcouru des milliers de kilomètres dans les valises du RPR ou de l'UMP pour suivre les aventures électorales de la droite française. Je vous avoue que je connaissais fort mal la France. J'étais un enfant des villes, ou plutôt un enfant des banlieues, et je ne voyageais que pour les vacances avec mes parents qui, en bons pieds noirs, ne rêvaient que de retrouver les rivages de la Méditerranée, que ce soit du côté français ou italien ou espagnol. Alors, quand j'ai grandi, quand les journaux où je travaillais m'ont demandé de suivre Jacques Chirac ou Charles Pasqua ou Philippe Séguin dans leur pérégrination, j'ai découvert, ébloui, les régions françaises, la variété de leurs paysages, de leurs terroirs, de leurs spécialités culinaires, autant que de leur classe politique. Et j'ai toujours pris beaucoup, énormément de plaisir à venir ici, en Bretagne, et plus particulièrement à Nantes. Ah, Nantes et l'élégance de ses façades XVIIIe siècle, Nantes et l'harmonie de ses places, Nantes et la fureur toujours indomptée de la Loire, Nantes et sa terrible histoire révolutionnaire aussi, avec les massacres cruels de Carrier et ses horribles noyades de prêtres. Nantes et ses sans-culottes de bar-tabac, ses antifascistes de théâtre, alors que le fascisme n'existe plus depuis 70 ans. Nantes et ses islamo-gauchistes qui seront les premiers à croupir dans les prisons si les islamistes prennent un jour, qu'à Dieu ne plaise, le pouvoir. Ah, nos chers antifascistes, tellement forts, tellement menaçants, tellement valeureux, quand Hitler et Mussolini sont morts depuis 75 ans. Nos antifascistes qui ne sont que les petits-enfants ignorants de Joseph Staline. Parce que, vous savez, avant Staline et ses dizaines et dizaines de millions de morts, il faudrait le rappeler à ces gens, l'antifascisme, tellement à la mode aujourd'hui, n'existait que sous des formes embryonnaires. Staline a été l'inventeur, le promoteur de cette idée, et il l'a rendue mondialement célèbre, au point qu'aujourd'hui, elle domine la planète politique tout entière. Généralement, les historiens estiment que le fascisme, c'est l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, mais plus seulement. Car, selon Staline, depuis Staline, sont déclarés fascistes les démocrates, les libéraux, les patriotes, les croyants, les centristes, même de gauche. Même Emmanuel Macron est fasciste. Bref, pour Staline, doit être taxé de fascisme quiconque n'est pas communiste. Un étonnant tour de magie, n'est-ce pas? Ce trucage peut vous sembler grossier. Il constitue pourtant le plus grand coup de génie de la carrière de Joseph Staline. Car aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, tous ces gauchistes, tous les socialistes et même tous les centristes et même une bonne partie de la droite sur les 5 continents, 24 heures sur 24, voient du fascisme partout, absolument partout, dans les familles, dans les entreprises, dans les livres,
dans la langue, dans le passé, dans l'économie, dans la sexualité, dans les statuts, dans le catholicisme, partout, tous fascistes, sauf dans leur propre rang. Oui, Joseph Staline a gagné sur toute la ligne. Car aujourd'hui, 99,99% des politiciens de droite n'ont qu'une peur, qu'une crainte, qu'une frayeur, passer pour des fascistes. Pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à ne plus rien dire, à ne plus rien voir, à ne plus oser même penser. En somme, toute la politique française, toute la politique occidentale contemporaine fonctionne encore selon le vieux schéma stalinien qui ne s'est jamais aussi bien porté. Qu'on se le dise, mes amis, fascisme aujourd'hui est le mot le plus dangereux au monde. Il hante des milliards de cerveaux. Il détruit toute vie politique sur son passage. Il détruit toute vie intellectuelle sur son passage. Il est grand temps que cesse cette colonisation intellectuelle de l'humanité, voulue et calculée par le cerveau malade de Joseph Staline et qui, entre autres, censure tout débat sur l'immigration, la sécurité ou l'identité en France en 2022. Vous avez bien compris que dans ces conditions, être la cible privilégiée de tous ces pseudo-antifascistes est une médaille pour moi. C'est ma fierté et c'est ma gloire que je veux partager avec vous. Mais reprenons le cours de choses plus agréables et d'abord de Nantes. Car malgré ce passé horrible et ce présent pathétique, je vous avoue que j'ai toujours ressenti ici une atmosphère savoureuse, à la fois insouciante et rassurante. Nantes est en fait à l'image de notre pays, à la fois douce France et terre d'où surgissent soudain des éruptions d'une rare violence. Alors, pendant des années, vous avez cru et nous avons cru et j'ai cru que Nantes et la Bretagne étaient définitivement à l'abri des éruptions violentes. La côte atlantique était alors miraculeusement épargnée des conséquences du vivre ensemble. Quelle chance! Il y a encore une dizaine d'années, Nantes faisait partie de ces dernières grandes villes préservées du grand remplacement et de l'ensauvagement. Mais ça, c'était avant. Avant que Nantes et sa région subissent de plein fouet l'immigration massive, avant que les maires, les présidents de département, les présidents de région décident de vous imposer de force ce fameux vivre ensemble. Mais vous le savez désormais, entre vivre et ensemble, il faut choisir. Car avec ce grand renversement, la gauche a rendu la vie moins douce et beaucoup plus dangereuse. Des villes comme Rennes ou Nantes ont changé de visage. Où sont passées ces petites villes bourgeoises pleines de douceur et de légèreté? Nantes, c'était Anne de Bretagne, c'était Cambronne, c'était Jules Verne, c'était Tabarly. Et Nantes aujourd'hui. Votre ville n'a pas perdu de son charme, mais la vie quotidienne nantaise a changé. Les agressions se sont multipliées, les règlements de compte se sont accumulés, la violence s'est propagée. Depuis le début de l'année, 44 fusillades ont été répertoriées à Nantes. 44 fusillades en 10 mois. Une fusillade par semaine. Non, non, ce n'est pas normal, non, ce n'est pas acceptable, non, on ne veut pas vivre avec, car avant, on vivait très bien sans. En janvier de cette année, le préfet déclarait,
ouvrez les guillemets. Je suis surpris du niveau de délinquance sur ce territoire. Monsieur le préfet est surpris. Bah oui. Ben voyons, il est surpris. Ben, il est surpris, il n'est pas le seul. Personne n'aurait pu imaginer que Nantes puisse un jour perdre sa douceur de vivre. Mais il faut nous arrêter un instant sur cette surprise. Pourquoi le préfet est-il surpris? Pourquoi les maires de Nantes, comme de Rennes, ont-ils fait ainsi le malheur de leurs administrés? Pourquoi trouvent-ils encore une majorité d'électeurs qui votent pour eux? Pourquoi Ouest-France dissimule-t-elle cette réalité dérangeante? Pourquoi une partie de l'électorat de droite choisit-elle des maires de gauche? Pourquoi les autorités ecclésiastiques et les autorités des autres confessions bénissent-elles cette politique criminelle, criminelle au sens propre du terme, puisqu'elle favorise le crime venu d'ailleurs et qu'elle martyrise les Français, les jeunes, les femmes, les vieilles dames et tous ceux qui sont ici, les victimes des migrants. Et tous ceux qui sont ici, les victimes des migrants, des vols, des viols, des agressions au couteau, pour une montre, un mauvais regard, une parole. Nous devons réfléchir au mal que nous nous faisons nous-mêmes. Nous devons réfléchir au mal que notre humanisme nous fait, au mal que nos valeurs chrétiennes devenues folles nous fait, au mal que nous nous faisons au nom du bien, au mal que des mauvais bergers nous font au nom des valeurs qu'ils prétendent défendre, quel qu'en soit le coût. Je me remémorais cette phrase du poète Lamartine qui écrivait « Chaque fois qu'un principe entre en contradiction avec la survie de la société, c'est que ce principe est faux, car la société est la vérité suprême. » Oui, mes chers amis, je vous le demande, je vous en conjure, ne tombez plus dans les panneaux enjôleurs de ces humanistes de bar tabac. Avec leurs mots doucereux, ils nous trompent. Avec leur culpabilisation, ils nous désarment. Avec leur ouverture à l'autre, ils nous tuent. Je revendique, comme le grand Lévi-Strauss, le droit de rester sourd aux valeurs de l'autre. Je revendique le droit de les critiquer et même de les combattre. Par angélisme, par naïveté, par clientélisme, par lâcheté, la gauche et ses supplétifs ont abîmé Nantes comme ils ont systématiquement dégradé toutes les villes françaises. Ce destin nantais, c'est celui de tout le pays. C'est celui de toutes les communes où le quotidien est devenu invivable. Ce destin nantais, ce sont les Français de souche et les enfants de l'immigration européenne qui n'osent plus se rendre dans certains quartiers et qui sont refoulés, chassés toujours plus loin. Ce destin nantais a rattrapé le destin de la France, le destin de la Seine-Saint-Denis d'il y a 50 ans, le destin de villes du Sud-Est d'il y a 30 ans, le destin de Strasbourg d'il y a 20 ans, le destin de Lille d'il y a 10 ans. Pourtant, la France, elle, aspire au repos et au calme, à la tranquillité pour ses aînés et à la sécurité pour ses enfants. Les Français veulent avoir des rapports sains dans une société homogène entre gens civilisés, tout simplement. Cette douceur de vivre dans nos villes, dans nos villages, c'est aussi une part de notre identité qu'il ne faut à aucun prix abandonner. Pour sauver ce mode de vie qui fait la jalousie du monde entier, nous devons avant tout arrêter les flux migratoires. Mais l'immigration...
Mais l'immigration n'est pas seule en cause. Ce sont aussi nos villes qu'il faut redynamiser, nos villages qu'il faut ressusciter. Il faut revenir d'urgence sur un demi-siècle de politique locale en faveur des centres commerciaux. Ils ont aspiré le dynamisme de nos centres-villes. Les élus de gauche, une fois encore, ne s'y sont pas trompés. En tuant les petits commerces, ils chassaient de potentiels électeurs de droite de leur fief. Ils faisaient pire. Ils détruisaient un état d'esprit. Indépendant, rebelle, ils favorisaient ainsi l'uniformisation et la soumission. Redynamiser nos communes, c'est donc limiter la construction de nouvelles grandes surfaces à l'entrée des villes en imposant un moratoire à chaque nouveau projet de zone commerciale. C'est avoir le courage de réorienter les milliards d'euros de la politique de la ville vers la rénovation de nos centres-villes et de nos villages. Depuis les années 80, le tonneau des Danaïdes des banlieues nous a déjà coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros. Pendant ce temps, nos villes se vidaient et mouraient à petit feu. Concrètement, dès 2022, il faudrait transférer une grande partie des budgets de rénovation des banlieues vers une revitalisation de nos centres-villes et de nos petites communes. Car en favorisant systématiquement des banlieues islamisées qui votaient pour elles, la gauche et, disons-le, une partie de la droite n'ont eu de cesse de saccager nos villes françaises et de menacer notre art de vivre. Et ce n'est pas tout. Dans nos grandes villes, dans nos territoires ruraux, elle a ouvert le système de santé au monde entier, privant les Français eux-mêmes du système de soins pour lequel ils cotisent depuis des décennies. Nos hôpitaux sont saturés, nos urgences sont saturées. Les Français doivent attendre des heures pour voir un médecin. Ils doivent patienter des mois avant de consulter un spécialiste. Il faut réserver en priorité les soins aux nationaux. Notre système hospitalier est malade de soigner le monde entier. En ouvrant notre système de santé au tiers-monde, on l'a tiers-mondisé. Et ce travail de destruction n'est pas fini. Non, il n'est jamais fini. Après nos hôpitaux, après nos centres-villes, la gauche a trouvé une nouvelle cible à abattre, la maison individuelle. La ministre Emmanuelle Wargon vous a prévenu. La maison individuelle, ce n'est pas assez écologique. C'est trop individualiste. Allez hop, à dégager. C'est la double peine pour les Français. Après avoir fui les banlieues invivables, devenues des enclaves étrangères, après avoir été chassés des centres-villes par la spéculation, leurs élus s'étonnent qu'ils soient massivement partis vivre dans des pavillons loin de leur lieu de travail. Franchement, faut pas se gêner. Eux aussi sont surpris. Que de surprises dans ce bas monde. Non, écoutez, cessons ce jeu funeste. Il faut laisser les Français libres. Libres de s'installer où ils veulent et de se loger comme ils entendent, avec qui ils veulent vivre. Et pour ça, il faut faciliter l'accès à la propriété pour nos jeunes, en rendant par exemple déductibles de l'impôt sur le revenu les intérêts liés à l'acquisition d'une résidence principale. De toutes les façons, nous le savons, la gauche a toujours détesté la propriété privée. C'est peut-être pour cela que son laxisme et ses associations subventionnées défendent systématiquement les squats illégaux contre les honnêtes Français.
Résidence principale, résidence secondaire. Combien de Français se retrouvent privés de leurs biens par des squatteurs, qu'ils soient punks à chiens ou migrants? Là aussi, notre patience n'a que trop duré. Aux grands mots, les grands remèdes. Il faut systématiquement soutenir les préfets face aux associations gauchistes pour qu'ils appliquent la procédure administrative d'expulsion des squatteurs. Quand je dis il faut les soutenir, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut les soutenir pour mieux les obliger à appliquer le pouvoir que leur donne désormais la loi. Et pour accélérer la procédure, on peut faciliter la preuve de domicile par simple attestation du maire. Défense de la propriété privée, expulsion systématique des squatteurs, voilà deux mesures simples qui doivent permettre de redynamiser l'accès à la propriété en ville. Mais c'est sans compter cette manie de la gauche municipale de scléroser nos communes en compliquant au maximum la vie des automobilistes. Leur dernière trouvaille, je vous le donne en mille, zone à faible émission, vignette critères, écrit avec AIR évidemment. Ils sont subtils ces gens. Tous ces dispositifs expulsent les catégories populaires des centres au profit des périphéries. C'est comme un péage qui n'ose pas dire son nom. Pour la gauche, c'est simple, moins de prolos, plus de vélos. Ah, la gauche est incorrigible. Elle se drape toujours dans les atours chatoyants de la Révolution française et, en vérité, elle passe son temps à en abroger les principes les plus sacrés. Ainsi, elle réinvente, à l'entrée des villes, au nom de l'écologie bien sûr, l'octroi. L'octroi que payaient, avant la Révolution, tous ceux qui voulaient rentrer en ville pour vendre leurs produits. De même, à l'école, elle favorise la discrimination positive pour les enfants de l'immigration. Elle réinvente ainsi les privilèges de la naissance. Mais alors, pourquoi, je vous le demande, avoir guillotiné les aristocrates il y a 2 siècles, qui défendaient justement ce même privilège de leur naissance au nom de leurs ancêtres glorieux? La gauche s'en prend aussi désormais aux chasseurs, en oubliant seulement que l'une des premières conquêtes, peut-être la première de la Révolution, fut justement ce droit de chasser pour tous qui était alors réservé à quelques-uns. Il nous faut abroger toutes ces mesures contraignantes et restrictives d'écolos en carton. Moins de voitures, oui, mais transformer nos villes en réserve naturelle pour bobos, non. Eh oui, c'est la nouvelle mode. Ce sont des bobos des villes qui ne connaissent pas un arbre et qui ne savent pas faire la différence entre les différentes catégories d'herbes, qui font la morale aux Français des champs. Les attaques répétées des écologistes contre la chasse, c'est d'abord l'expression de leur mépris pour la France et ses traditions, pour les Français ruraux et l'héritage qu'ils ont reçu de leurs anciens et qu'ils veulent simplement léguer aux prochaines générations. Ces bobos rêvent de villes sans pauvres et sans voitures, ils rêvent de villages sans coutumes et sans âme. En saccageant systématiquement nos lieux de vie par pure idéologie, en les enlaidissant, la gauche n'a pas seulement compliqué l'existence quotidienne des millions de Français, elle a aussi durablement abîmé le terreau dans lequel des générations de Français se sont enracinés en privant les prochaines générations de ce merveilleux cadeau. L'écrivain anglais Laurence Durrell écrivait
Nous sommes les enfants de nos paysages. Et nos paysages, ce sont aussi les paysages urbains. Grandir dans les ruelles de Nantes, ce n'est pas grandir dans les ruelles de Strasbourg, de Marseille, de Paris. Chaque ville, chaque village, chaque commune, chaque bourgade possède ses habitudes, ses spécialités, ses coutumes, son esprit et son âme. C'est l'addition de toutes ces richesses qui rend notre pays si beau et si particulier. J'ai passé moi-même ma vie à me balader dans les rues de Paris. Telle rue me rappelle telle époque, tel événement. J'y revois l'exécution de Louis XVI. J'y revois Bonaparte mettant ses canons devant l'église Saint-Roch. À la vérité, vous savez, dans n'importe quelle ville française, vous revivez dans chaque rue, devant chaque maison, 1000 ans d'histoire. C'est aussi comme ça que l'on s'approprie l'histoire de France. C'est comme si, aussi cela, qu'on devient français. C'est pour cela que les maires, comme ceux de Nantes ou de Paris, saccagent nos villes, les enlaidissent et veulent détruire jusqu'au souvenir de notre histoire et de notre passé. Car ce sont ces souvenirs, ces traditions, cette histoire, ces modes de vie qui impriment notre personnalité. Et même si chaque génération, bien sûr, a ses repères, que chaque famille a ses particularités, même si la ville évolue, qu'elle se transforme avec les années, les lieux de nos enfances donnent toujours une teinte unique à nos âmes. Le poète du Bellay écrivait « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage », ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quels que soient les voyages que nous entreprenons dans nos existences, nos villes et nos villages restent le terreau identitaire qui nourrit chaque Français. Vous savez, je suis moi-même, vous allez comprendre, les gens de ma génération vont comprendre, je suis de cette génération qui a découvert les premiers charters, les premiers avions pas chers. On partait au bout du monde, on se prenait pour des grands voyageurs, on allait au Mexique, on allait en Inde, et puis on revenait. Et puis on revenait à Paris, à Nantes, à Marseille, à Nice, à Strasbourg. Et on était fascinés, je dis bien fascinés, par la beauté de notre pays, par la beauté de nos villes, à nul autre pareil, par la gentillesse, je dis bien la gentillesse des gens qui y vivaient, elle aussi à nul autre pareil. Nous devons conserver ce trésor et nous devons le défendre farouchement contre tous ceux qui veulent nous en priver. Car dans ce monde en perpétuel mouvement, c'est un repère rassurant où l'on doit pouvoir se ressourcer. Mais prise en tenaille entre immigration et gentrification, comme l'on dit, les communes françaises se vident de leur essence. Nous devons rendre à nos villes leur identité régionale. Nous devons rendre à nos villes leur douceur de vivre. Nous devons léguer à nos enfants ces petits trésors français où l'existence avait une saveur si particulière. Nous devons retrouver le plaisir de vivre en ville et retrouver la fierté de nos belles cités françaises. Notre art de vivre, mes amis, n'a pas dit son dernier mot. Nos villes et nos villages n'ont pas dit leur dernier mot. La France n'a pas dit son dernier mot.
immense merci à vous. À tout à l'heure. Enfin, Bien, je ne suis pas un homme facile, arrêtez. Alors, des questions, les thèmes différents, réponses, questions courtes, réponses 4-5 minutes. On va essayer d'avoir un maximum de questions. Allez-y, première question de ce côté-là, on va varier les thèmes. C'est parti. Bonjour Monsieur Zemmour, merci d'être venu. Bonjour monsieur. J'ai une question concernant la défense française. Actuellement, nos forces françaises se préparent à des combats de haute intensité, notamment avec un ennemi visé qui est la Russie. Comment verriez-vous un candidat en 2022 potentiel, patriote, qui pourrait défendre notre pays tout en préservant ses atouts, ses alliés, qui pourrait être potentiellement la Russie par exemple, et avec une potentielle réponse avec la diplomatie? Écoutez, d'abord, répondre à votre question, la Russie n'est pas notre ennemi. Il faudrait que nos dirigeants et les dirigeants européens se rendent compte que l'URSS est tombée il y a 30 ans. Ça, c'est comme Hitler et Mussolini. Il y a des choses comme ça. Les gens sont encore dans les guerres du passé. La Russie n'est pas notre ennemi. Ce sont les Américains qui font tout pour nous séparer de la Russie. Vous savez, je n'invente rien et je n'ai pas l'âme particulièrement complotiste, comme on dit aujourd'hui. C'est écrit noir sur blanc dans le livre de M. Brzezinski, conseiller de Jimmy Carter et de Barack Obama, donc conseiller de tous les présidents démocrates, un peu l'équivalent de Kissinger pour le camp démocrate, et qu'il a expliqué très honnêtement et très benoîtement. C'est toute la leçon qu'ont tirée les Américains de la géopolitique, on peut dire, qui est une invention de la fin du 19e siècle, une invention, je dirais, germano-américaine, entre des grands penseurs allemands et américains, mais finalement c'était les mêmes, puisque les grands penseurs qui étaient américains étaient d'origine allemande. Donc on peut dire que la géopolitique est une invention allemande de la fin du 19e siècle, et qui explique que celui qui tient le cœur de l'Eurasie tient le monde. Et le cœur de l'Eurasie, c'est entre nous, les Français, les Allemands et la Russie. Et donc les Américains ont décidé délibérément de nous séparer, quoi qu'il en coûte, de la Russie. Et régulièrement, on me raconte que les conseillers des présidents américains, quel que soit bien sûr le parti, qu'ils soient républicains ou démocrates, pour cela ils font la même politique, passent régulièrement dans les capitales européennes pour réveiller le sentiment anti-russe. C'est particulièrement facile en Pologne, mais ils ne lésinent pas sur les autres capitales. Donc ça, c'est la première question à votre réponse. La deuxième question à votre réponse, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez vu les images absolument fascinantes et sidérantes de la rencontre aujourd'hui entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Je vous assure que vous pouvez siffler parce que c'était impressionnant. Allez voir ça où vous voulez sur les réseaux sociaux, allez voir ça sur votre téléphone, sur votre écran télévisé. Vous ne serez pas déçus. Je n'ai jamais vu, je crois que je n'ai jamais vu de mémoire de Français de ma génération, je n'ai jamais vu une telle humiliation. Le côté paternaliste avec lequel, et méprisant, avec lequel Joe Biden a traité Emmanuel Macron, avait quelque chose d'absolument fascinant. Non seulement il nous a enlevé notre contrat sur l'Australie avec une brutalité rare, mais en plus, il se moque ostensiblement d'Emmanuel Macron quand l'autre vient se plaindre. C'est incroyable à regarder. Je vous invite vraiment tous à le regarder et on comprend les relations des États-Unis avec ses alliés et avec la France en particulier. Je pourrais refaire
Je me souviens l'avoir fait une fois quand j'étais encore sur CNews dans Face à l'info, mais ça durerait trop longtemps. L'histoire des relations américaines et françaises de tout le XXe siècle, comment en vérité les Américains nous ont toujours soutenus pour mieux nous abattre et nous ont toujours aidés pour mieux sauver l'Allemagne. C'est toute une histoire du XXe siècle à relire, loin des sentiers battus. Tout ça pour vous dire que je pense que nous devons arrêter de faire confiance aux Américains. Il nous faut... Je pense qu'en plus, les Américains, comme l'avait très bien compris le général de Gaulle, n'auraient pas risqué une bombe atomique sur leur ville pour la France ou l'Allemagne. L'Allemagne, ce n'est pas la même chose. L'Allemagne, depuis 1945, a décidé que son sort était scellé et qu'elle ne se révolterait jamais plus contre les Américains. On peut les comprendre, ils ont rasé je ne sais combien de villes, je peux vous dire qu'ils leur ont laissé un souvenir impérissable. Donc désormais, c'est fini, ils se soumettent, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, aux Américains. Et ce ne sont que les chimères françaises, en particulier d'Emmanuel Macron, du couple franco-allemand, de l'autonomie stratégique européenne, toutes ces chimères qui n'existent pas et qui n'existeront jamais et qui ont une conséquence, c'est que pour ne pas lâcher les Allemands, nous nous soumettons toujours aux Américains puisque les Allemands nous ramènent toujours à la soumission aux Américains. Merci. Une fois, et je vais très vite parce que une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, une fois qu'on a dit, voilà, nous devons refaire ce qu'a fait le général de Gaulle, c'est-à-dire sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, nous ne sommes pas quittes pour autant, parce qu'à partir de là commencent les difficultés. C'est-à-dire que nous devons évidemment reconstituer un appareil militaire digne de ce nom. Nous devons faire un effort financier énorme sur nos armées, sur notre industrie militaire et ne pas lésiner sur ces budgets-là. Pendant 30 ans, depuis la fin du mur de Berlin, nous avons, vous connaissez l'expression célèbre, tiré les dividendes de la paix. Ce fut une catastrophe. Ce fut une erreur grossière. Nous le payons aujourd'hui. Je pense que nous devons absolument reconstituer une armée. Vous savez, notre armée est formidable, hein. Nos soldats sont formidables. Ils sont valeureux, combatifs, mais ils ont un seul défaut. Notre armée est échantillonnesque. Nous avons de tout, mais en petit échantillon. Ce qui fait qu'au bout de 3 jours, pour nous, la guerre s'arrête et qu'on doit demander des bombes, des cartouches, tout aux Américains. On ne peut pas continuer comme ça. Donc pour cela, il faut mettre plus d'argent sur la table. C'est la première chose. Et deuxièmement, ça aura un avantage, c'est que nous dynamiserons, nous renforcerons notre industrie de défense, qui est une de nos meilleures industries, je dirais une de nos dernières industries. Et arrêter avec ces vraies fausses coopérations où l'on sacrifie tout, comme le SCAF, où les Allemands n'ont qu'une obsession et qu'un objectif, nous prendre nos secrets de fabrication qu'ils n'ont pas. Donc vous voyez, il faut reconsidérer complètement notre politique de défense selon des principes que je qualifierais de gaulliens, si ce terme désormais n'avait pas été quelque peu dévoyé. Merci. Une question sur votre gauche, côté gradin là-bas, tout au fond de la salle, sur votre gauche. Allez-y, monsieur, parlez. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, monsieur. Alors vous, votre priorité, c'est la survie de la France, mais vous nous dites que donc la priorité absolue factuelle, c'est l'immigration, c'est-à-dire qu'il faut la gérer et la contrôler. Moi, j'aimerais vous poser une question par rapport à la responsabilité de l'État français, non pas des Français, mais de l'État, de sa politique. Et est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, notamment dans l'éducation et la disparition de certaines institutions qui permettaient une unité parmi le peuple, comme par exemple le service militaire, où il y en avait d'autres, mais par exemple aussi l'apprentissage de l'histoire. Est-ce que ça aussi, c'est pas une priorité absolue de refaire des Français? Vous parlez d'or parce que vous parlez comme moi, donc je suis très heureux.
Vous savez, Léopold Sédar Senghor, l'ancien président, le premier président du Sénégal, avait une formule que je trouve très parlante et très juste. Quand ses amis sénégalais, africains en général, se plaignaient de la colonisation de la France, il répondait « Pour être colonisé, il faut être colonisable ». C'est-à-dire qu'il faut être assez affaibli pour que les autres se disent « Ah bah tiens, on va se jeter là-dessus comme une proie ». Donc vous avez tout à fait raison, nos faiblesses, notre état de danger de mort est d'abord de notre fait. Nos faiblesses ont attiré cette invasion migratoire et cette colonisation islamique. Donc vous avez raison, vous avez cité l'état déplorable de notre école, vous devriez dire le double état déplorable, c'est-à-dire la faiblesse du niveau depuis 30 ans et la propagande qui règne, la propagande anti-française, la propagande LGBT, la propagande indigéniste, etc. Excusez-moi. Donc, vous avez tout à fait raison, il faut refaire des Français. C'est ce que je dis partout où je passe, c'est ce que j'écris dans mon livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Et refaire des Français, ça passe d'abord et avant tout par l'école. Et donc, nous devons absolument restaurer l'école que nous avons connue. Je ne vais pas ici me lancer dans le programme scolaire, mais vous avez tout à fait raison. Je mettrai un bémol uniquement avec votre idée de service militaire pour deux raisons simples. La première, c'est que nous ne faisons plus la guerre à l'Allemagne. Nos guerres ne sont plus des guerres avec des millions de combattants. Donc nous n'avons plus besoin de la conscription massive comme nous en avons eu besoin entre, en gros, les guerres de la Révolution et de l'Empire et la guerre 40. Ce ne sont plus ces guerres-là auxquelles nous faisons face. Et deuxièmement, vous savez, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. J'ai en particulier lu un rapport de l'état-major qui se plaignait déjà des problèmes d'intégration, comme on dit pudiquement, des jeunes issus de l'immigration extra-européenne dans les armées, au sein du service militaire, dans les années 80, dès après le regroupement familial. Et c'est une des raisons qui a conduit Jacques Chirac à renoncer et à supprimer le service militaire. Donc vous voyez, il ne faut pas faire, c'est l'éternel débat entre la poule et l'œuf. Oui, le service militaire permettait un certain rapprochement des classes sociales, etc. Mais le service militaire lui-même était déjà perverti par notre incapacité à assimiler cette nouvelle immigration. Merci Eric. Une question sur votre droite, sur les gradins tout au fond sur votre droite. Monsieur, allez-y. Monsieur Zemmour, bonjour. Bonjour, monsieur. De l'autre côté. Je suis à votre droite. Voilà. Merci. Là, merci de votre venue. Alors la question précédente a anticipé ma question initiale. Vous avez rappelé que l'école tombe, vraiment s'écroule pour un tas de raisons que vous avez évoquées. Et ma question principale, c'est comment comptez-vous remettre de l'autorité, et la vraie, au sein des écoles, afin d'éviter qu'une maîtresse se fasse bousculer par une porte ou se fasse pointer avec un pistolet, par exemple. Vous avez tout à fait raison. Merci. C'est essentiel, avant même de considérer le niveau scolaire, la qualité des programmes, comment dire, la formation des professeurs. Vous avez raison, la première règle, c'est restaurer la discipline dans les écoles. Je pense qu'il faut simplement, mais ça ne va pas être aisé, il faut restaurer l'autorité des professeurs, il ne faut plus les abandonner, il ne faut plus faire pas de vagues comme ils disent eux-mêmes, il faut que la hiérarchie les soutienne. Il faut surtout punir et sanctionner et les enfants et leurs parents. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, évidemment, supprimer les aides sociales et les allocations sociales aux parents dont les enfants sont des voyous à l'école. Vous savez, je pense que nous avons commis une grave erreur, une de plus,
en appelant l'éducation nationale. L'éducation, c'est le rôle des parents. L'instruction, c'est le rôle de l'école. Les parents doivent cesser de considérer qu'ils peuvent donner comme ça des enfants qui sont des demi-barbares. Vous savez, Hannah Arendt disait « Chaque nouvelle génération est une génération de barbares que les parents doivent civiliser. » Nous avons renoncé à civiliser ces enfants. Les parents doivent de nouveau civiliser leurs enfants et sinon ils seront sanctionnés pour cela. Merci Eric. Ah pardon. Une question Mais ici, de ce côté-là, monsieur. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour monsieur. Je suis agriculteur. Je voudrais vous poser une question très précise. Depuis 40 ans, tous les gouvernements de gauche comme de droite ont rendu le monde agricole dans l'état dont vous le connaissez. 70% des paysans gagnent moins du SMIC. Seule la viticulture et les grands céréaliers sont au-dessus de cette rémunération. Pourquoi ? Parce que la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, sans aucune régulation à nos frontières, ont créé des oligopoles. Vous en connaissez 3, c'est les GMS. Mais ce qui est beaucoup moins connu et inconnu des médias, c'est l'oligopole de la transformation. C'est-à-dire un acteur principal sur les abattoirs, le groupe Bigard, 2 acheteurs de veaux en situation d'oligopole dans toute l'Europe, des Hollandais, à un point où on est rendu à tuer les veaux dans les exploitations parce qu'ils valent 10 €. 2 acteurs majeurs dans la production laitière, une coopérative Lactalis, un au niveau européen, le groupe LDC. Et le tout couronné, c'est que les présidents de l'agroalimentaire et des coopératives sont en cogestion avec le syndicat et ce sont les mêmes personnes. Vous voulez dire la FNSEA? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Vous pourriez ajouter à cette cohorte quasi mafieuse les grandes surfaces, qui sont évidemment... Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, il y a 2 problèmes. Il y a en amont et en aval. Il y a en amont, c'est les accords de libre-échange qui ont été multipliés et qui donc permettent à des aliments de venir du monde entier sans avoir du tout les normes que nous respectons, nous, et que nos agriculteurs respectent. Et ça, il faut bloquer ces accords de libre-échange. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut affronter l'Allemagne et la Commission de Bruxelles. Je raconte dans toutes les salles où je passe l'anecdote suivante. En 2000, sous Sarkozy, 2008 je crois, Nicolas Sarkozy essayait de défendre les agriculteurs français dans les négociations commerciales et Barroso, qui était à l'époque, qui est un Portugais, qui était à l'époque président de la Commission européenne, lui a dit « Mais arrête Nicolas, tu ne vas pas sacrifier les automobiles allemandes pour quelques poulets ». Je pense que c'est tout à fait l'esprit qui règne à Bruxelles et qui fait qu'à chaque fois, nous sommes sacrifiés et nos agriculteurs sont sacrifiés. Nous devons, tant pis, nous devons bloquer, nous devons dire, là, c'est fini, l'accord sur le Mercosur, c'est terminé, l'accord avec le nord de l'Amérique, c'est terminé. Nous ne sacrifierons plus nos agriculteurs aux automobiles allemandes ou même aux banques françaises, d'ailleurs, il faut être tout à fait honnête, parce que de ce côté-là aussi, nous avons des gens qui essayent de pousser toujours à plus de libre-échange, quel que soit le coût pour la population française. Et deuxièmement, nous avons le problème en aval. Vous avez raison, l'aval, c'est l'industrie agroalimentaire et les grandes surfaces. D'ailleurs, deux adversaires, si j'ose dire, mais qui sont eux-mêmes adversaires entre eux. Il faut être tout à fait honnête et équanime. C'est-à-dire qu'il y a une bataille entre les grandes surfaces et l'agroalimentaire pour pouvoir prendre le plus de marge. Évidemment, là-dedans, les agriculteurs sont le pot de terre contre les 2 pots de fer. Là, il n'y a pas photo. Je pense que la responsabilité de l'État, c'est même sa première responsabilité, et d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, comme toujours, il voit les problèmes, mais finalement, il renonce à les traiter. Il a très bien vu, vous connaissez ça mieux que moi, la loi Egalim dès 2018,
il propose, par exemple, Édouard Philippe propose un moratoire sur la création des grandes surfaces. Et puis finalement, il renonce. C'est tout à fait l'esprit du en même temps macronien. On voit les sujets, on voit les problèmes. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas à mentir. On ne va pas dire qu'il ne voit pas les problèmes. Mais finalement, il renonce devant à les traiter parce que les intérêts sont trop grands. Je pense que c'est ça, il faut rompre avec ça. Et ça demande un pouvoir qui ne soit pas dans la main de ces grands groupes de grandes surfaces, etc. Merci beaucoup, monsieur. Une question, jeune homme, ici. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, monsieur. C'est une question sur le monde de l'entreprise. Instaurer la participation dans l'entreprise a été pour le général de Gaulle un souci constant attesté par de nombreux écrits. Pour lui, la participation dans l'entreprise était un impératif qui devait porter à la fois sur le capital et les responsabilités afin que les travailleurs ne soient plus seulement des salariés, mais des associés. C'est la fameuse expression de l'association Capital-Travail qui transcende celui de la lutte des classes, modèle soi-disant de progrès, toujours présent chez les émules du marxisme-léninisme. Ma question est celle-ci. La question sociale est toujours présente dans le monde de l'entreprise. La création des comités d'entreprise, l'intéressement aux fruits de l'expansion sont des aménagements et un progrès certain qui convient de maintenir. Mais ceci n'empêche pas, lorsque l'entreprise est en crise, de voir revenir aussitôt le face-à-face plutôt que le côte-à-côte. Ma question est donc, peut-on espérer dans le mouvement qui se crée, qui va vous accompagner, une instance de réflexion sur la réforme de l'entreprise en continuité de la pensée du général de Gaulle? Merci. C'est une très bonne question, très intéressante et qui prolonge ma réflexion politique. Je vous la livre telle qu'elle. Je constate effectivement, comme vous, la fascination persistante, alors même que le communisme est mort depuis 30 ans, pour la lutte des classes. Une fascination, d'ailleurs, qui n'est pas exclusivement l'apanage de la gauche. Il y a à droite, en particulier au Rassemblement national, la même fascination pour cette lutte des classes qu'on place sous le bloc populaire. Et il y a de l'autre côté, à droite, un aveuglement similaire, c'est-à-dire que les intérêts des classes populaires dans la mondialisation ont été sacrifiés au profit du culte du marché. Et finalement, je pense, vous avez cité le général de Gaulle, qu'est-ce que c'est politiquement que le général de Gaulle? C'est une synthèse, c'est une alliance entre des classes populaires qu'on arrache à la gauche, en l'occurrence à son époque, qu'on arrache au Parti communiste, donc qu'on arrache aux gens qui veulent la lutte des classes, et une classe, des classes aisées, une espèce de bourgeoisie patriote qui a conscience des intérêts et des soucis et des des problèmes que rencontrent les classes populaires. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des classes populaires qui sont d'abord patriotes et qui ne veulent pas égorger le bourgeois, et de l'autre côté, il y a des bourgeois, entre guillemets, qui ont une vraie conscience sociale et qui, au nom de la patrie, considèrent qu'ils doivent tendre la main aux classes populaires de leur pays. C'est ça la synthèse gaulienne, et c'est ça qui a disparu au milieu des années 80 et dans les années 90, qui a disparu et à gauche et à droite. À gauche, au nom de l'Europe, à droite, au nom du marché. Et je pense que c'est ça qu'il faut ressusciter. Et la synthèse politique entraînera la synthèse économique et sociale, comme toujours en France. La politique est toujours déterminante. Donc oui, vous avez raison, monsieur, il faut reconsidérer nos mécanismes économiques et nos mécanismes de répartition
des richesses. Vous savez, je rencontre dans mes pérégrinations beaucoup de gens de classes sociales différentes. Et je constate avec plaisir que, contrairement à ce que j'ai entendu et ce que je lis ici ou là, il y a des membres des classes aisées qui ont, conscience du danger que représente la vague migratoire et islamique pour leur pays, et qui ne sont pas complètement déconnectés, et 2, qui ont conscience de leur responsabilité sociale. C'est d'ailleurs une grande tradition, en vérité, du patronat français, du patronat catholique du nord du pays en particulier, qui a toujours été très soucieux des intérêts de ses ouvriers et de ses salariés. Donc je pense, oui, vous avez raison, nous devons absolument renouveler et prolonger cette tradition gaullienne. Merci beaucoup. Une question en bas, ici, sur votre gauche, monsieur. Allez-y. Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir, monsieur. Alors, ma question, elle fait écho à la crise énergétique actuelle, notamment aux montées du prix du pétrole, de l'électricité et du gaz. Selon vous, monsieur Zemmour, quel secteur économique doit rester sans concurrence et donc sous monopole public? Si vous voulez, nous avons subi et nous avons accepté de subir la folie dérégulatrice de la Commission de Bruxelles. Nous avions, vous savez, pour faire un peu d'histoire, mais vraiment en 2 mots, il faut bien comprendre l'importance de l'énergie. L'importance d'avoir une énergie facile d'accès et pas chère est à l'origine de la révolution industrielle. C'est parce que les Anglais ont du charbon qu'ils deviennent très vite la première puissance industrielle de l'histoire. Et c'est parce que les Allemands ont du charbon et du fer qu'ils deviennent à la fin du 19e siècle la première puissance industrielle. Pareil pour les États-Unis, pareil pour la Russie. Et c'est tout le problème d'ailleurs de la France, qu'elle n'a jamais eu vraiment d'énergie abondante et pas chère. C'est pour ça qu'elle va chercher par ses armées cette énergie. Et depuis les années 60-70, depuis le coup de génie et d'audace du général de Gaulle, de Georges Pompidou, et il ne faut pas oublier, parce que même moi j'avoue que je l'oublie trop souvent, c'est lui qui a fini le travail, Valéry Giscard d'Estaing, c'est lui qui a fini le travail de la construction de centrales nucléaires qui, pour la première fois dans l'histoire de France, puisque nous avions découvert le pétrole de l'Algérie et que nous l'avons abandonné avec l'indépendance. Donc pour la première fois dans l'histoire de France, nous avons eu une énergie abondante et qui a permis en vérité de favoriser la compétitivité de l'industrie française. On n'a pas l'un sans l'autre. Et aujourd'hui, nous voyons effectivement depuis 10-15 ans, au nom de l'écologie, au nom de la concurrence aussi, attaquer notre monopole nucléaire et notre atout majeur dans la compétition industrielle et économique. Et le crime de nos gouvernements, c'est qu'au nom de l'Europe et maintenant au nom de l'écologie, ils ont donné l'impression de s'aborder cette énergie nucléaire. Résultat, nous avons perdu des compétences. Résultat, nous avons éloigné de nous les meilleurs ingénieurs qui, dans les années 60-70, se précipitaient dans l'énergie nucléaire et qui aujourd'hui, ils font de l'argent à Londres. Vous voyez, c'est ça le drame. Et une fois de plus, et vraiment le hasard de vos questions, mais une fois de plus, Emmanuel Macron a mis 4 ans et demi à comprendre cette problématique. Alors vous avez vu maintenant, il fait feu de tout bois, il parle de nucléaire tous les jours. Mais pendant 4 ans, il a fermé Fessenheim. Franchement, Fessenheim, je me souviens très bien pourquoi on a annoncé la fermeture de Fessenheim. C'était pour permettre à Madame Aubry et pour Madame Duflot de trouver un accord électoral pour 30 députés verts. Non mais, franchement, moi je veux bien. Après tout, les combines politiques, ça peut être rigolo quand on est riche et bien portant. Mais là, franchement, c'est indigne. En plus, M. Macron aurait très bien pu dire, mais moi,
Je me moque complètement des accords entre M. Hollande, Mme Aubry, tout ça, c'est tellement loin, c'est le monde d'avant, c'est le monde de dinosaures. Moi, je ne connais pas leurs accords et leurs combines. Non. Il a quand même fermé Fessenheim, qui marchait très bien et qui pouvait encore marcher pendant au moins 20 ans. C'est lui qui a arrêté la technologie Astrid en 2018, alors que cette technologie était très prometteuse puisqu'elle nous permettait, comme vous avez l'air de le savoir, de faire de l'énergie à partir de déchets nucléaires. Vous voyez, et maintenant il vient, la bouche en cœur, nous dire « Ah, vous inquiétez pas, on va faire des petites centrales nucléaires partout. » D'abord, moi je veux bien, je suis favorable au nucléaire, mais il ne faut quand même pas exagérer, on ne va pas mettre des petites centrales nucléaires partout, comme les éoliennes. Bon, et puis deuxièmement, entre nous, hein, on a perdu cette compétence. On ne l'a pas. En vérité, les Russes l'ont, les Chinois l'ont, mais on ne l'a plus. Et tous les spécialistes me disent il va falloir des années pour on aurait pu l'avoir, évidemment, si on avait continué à travailler dessus. C'était très bien parti, on était en avance sur tout le monde. Mais là, on me dit qu'on ne l'a plus. Donc, et on continue. On me dit, de toute façon, il faudra baisser la part du nucléaire à 50%. Ça, ils ont décidé ça dans leur tête depuis 10 ans. On ne sait pas pourquoi 50, pourquoi pas 40, pourquoi pas 60. Magie de la technocratie française. Mais surtout, on nous dit, bah vous comprenez, le reste sera pris par les éoliennes. Ah, formidable les éoliennes. Formidable. Les mêmes qui défendent les éoliennes sont pour la sauvegarde des espèces animales, ça tue des milliers d'oiseaux, sont pour la beauté des paysages, ça enlaidit nos paysages, sont contre le réchauffement climatique, ils nous donnent des leçons tous les 4 matins. Or, comme vous le savez, comme l'énergie éolienne est une énergie intermittente, qu'elle ne produit que 25% de ses capacités, quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher du gaz, et du charbon, ça alors, très mauvais pour le climat. Ces gens se moquent de nous, en fait, en permanence. Ils nous prennent pour des imbéciles. C'est ça le problème de fond, quoi. Donc, si vous voulez, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique l'intérêt. Plus on construira d'éoliennes, avec tous les inconvénients que tout le monde connaît désormais, et plus on aggravera la production de CO2 à cause du gaz. Et plus on enrichira Poutine, grâce à lui, bien grâce à lui, il est ravi, lui, de voir les écolos s'agiter, puisque son gaz pourra être vendu de plus en plus cher. Et plus, après, on fera des chèques de 100 €. Monsieur Castex viendra à la télévision et signera des chèques et dira « Oh là là, comme c'est pas bien, les gens souffrent. » Et en plus, le comble du comble, c'est que si on critique cela, on vous dit « Mais vous êtes méchants, vous savez, vous n'aimez pas les pauvres, mais quelle horreur !» On se fout de nous, quoi. Merci beaucoup. Une question ici, de ce côté-là, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Zemmour. Je vous vois bien, là, vous êtes prêt, c'est bien. Oui, vous me voyez. Les autres sont trop loin, c'est pas possible. Et réciproquement. Merci. Je suis ravie de vous voir à Nantes et je voudrais vous dire à quel point les pseudo-antifas qui sont à l'extérieur, les pseudo-journalistes qui sont à l'intérieur, le crâne aussi. Je voudrais vous dire que de pseudo, hein. Méfiez-vous. Les insultes des uns, les manipulations des autres sont une motivation supplémentaire pour moi pour voter pour vous en 2022. Moi, chère madame, je prends une décision. À partir de ce moment-là, je vous emmène dans toutes les salles où je viens et vous posez toujours la même question. Il n'est pas exclu que j'offre mes services.
juste un mot encore avant ma question. Je vous en prie. Un message à Monsieur Macron, à Monsieur Plenel et à l'intégralité du syndicat de la magistrature. Je veux les informer que nous nous attendons à des manipulations de leur part et que ça produira exactement le même effet que ce que je viens de dire. Ma question. Ah. J'y arrive. Mais vous n'aimez pas les questions, vous n'en posiez jamais. Donc. J'ai adoré votre première partie. Vous adorez la seconde, j'espère. D'ailleurs, vous n'êtes même pas besoin de poser une question, c'est parfait comme ça. Allez-y, madame. Je voulais aborder un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure concernant le rapprochement entre le bloc populaire, dont je suis issue, et un bloc plus élitaire, entre guillemets, où je suis aujourd'hui, en passant par toutes les classes moyennes à moyenne supérieure. Moi, j'observe dans ma vie depuis toujours qu'il y a en fait deux sujets qui peuvent les rapprocher. Il y en a un que vous abordez, et ô combien, et avec quelle efficacité, qui est immigration, islamisme, intégration... Enfin, insécurité, pardon, et identité, voilà. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième dont je souhaite vous parler, c'est l'assistanat. Je pense que les gens, qu'ils soient comme monsieur, et j'en ai dans ma famille, de modestes éleveurs ou agriculteurs, qu'ils soient des petits employés, qu'ils soient des gens qui vont à l'usine tous les matins, qui se lèvent et qui peinent sur la chaîne, des gens qui sont des fonctionnaires, petits ou grands fonctionnaires, des gens qui sont artisans, commerçants, des gens qui sont CSP+, mais qui ont la France chevillée au cœur. Tous ces gens ont aussi ce point commun de ne pas supporter de travailler énormément, de payer des impôts énormément, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui passent leur vie à être des chômeurs professionnels qui ne veulent pas voter. Je pense que la droite n'a jamais entendu ça. La droite LR, j'entends, ce qu'elle a toujours tenu comme discours et sa mentalité qui ne varie pas, c'est je protège les entrepreneurs et plutôt les grands entrepreneurs que les petits. Accessoirement, protège les commerçants, les artisans, mais ne protège pas les gens qui travaillent dans leur ensemble. Il y a des fonctionnaires qui travaillent, il y a des ouvriers non qualifiés qui travaillent, il y a des petits agriculteurs qui travaillent. Bref, les gens qui travaillent, eux, veulent avoir le bénéfice de leur travail et en ont marre de payer pour les gens qui ne veulent pas travailler, qui sont des chômeurs professionnels et des RSA de métier. Voilà. Merci, madame. Qu'en pensez-vous? Merci, madame. À vous. Chère madame, je réitère ma proposition, je vous emmène toutes les semaines dans les villes où je passe. Il y a un monsieur qui... Et... Ah, en plus. Donc vous allez être l'idole de mes pérégrinations, alors là c'est sûr. Non, chère madame, ce que vous dites me rappelle un livre que j'ai lu il y a une dizaine d'années maintenant. Vous savez, j'étais journaliste au Figaro et je faisais une chronique toutes les semaines sur un livre de la semaine. Et cette semaine-là, j'avais, un peu par hasard, pris un livre d'un sondeur, mais qui faisait des sondages un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il suivait toujours la même population et sur plusieurs années. Et ainsi... Vous voyez, il les voyait évoluer, voir exactement le fond de l'affaire. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé, et vous allez voir à quel point c'est resté dans ma mémoire, et à quel point ce que vous dites me rappelle cette lecture-là. Il avait dit, dans les classes populaires, il y a deux sujets qui ne passent pas. C'est 1, l'immigration, 2, l'assistanat, et pour eux, disait-il, le plus souvent, l'un et l'autre sont exactement la même chose. Et ce livre m'avait frappé parce que, si vous voulez, j'avais compris quelque chose et je m'étais dit, c'est quand même très intéressant, c'est pas du tout l'image
qu'en donnent les médias, etc. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. L'assistanat doit être absolument éradiqué dans ce pays. C'est une plaie, c'est un cancer. Il faut absolument s'en guérir. Et pour cela, je vois deux grands axes. Le premier, c'est que la solidarité redevienne nationale. C'est-à-dire que nous devons réserver notre solidarité à nos compatriotes. Allocation RSA, allocation familiale, allocation logement, priorité au logement social, etc. Et deuxièmement, car nous devons aussi balayer chez nous, nous devons tout faire pour que la rémunération du travail soit supérieure et largement supérieure à la rémunération de l'assistance. En vérité, vous savez, madame, c'est ce double axe est le produit d'un double mouvement de dévoiement de la sécurité sociale. En 1945, les principes de la sécurité sociale, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, la solidarité est nationale, est réservée aux nationaux. Et deuxièmement, il y a de prestations sociales qu'en échange d'une contribution du travail, les fameuses cotisations sociales. Et puis, à partir de la fin des années 80, avec la gauche au pouvoir et le développement de la mondialisation et le développement d'une immigration qui a tout submergé, nous avons dévoyé ces deux principes. C'est-à-dire que nous avons ouvert la solidarité au monde entier et nous avons accentué, renforcé chaque année davantage les prestations sociales qui ne tiennent pas compte de la contribution et du travail. C'est ça l'assistanat que vous dénoncez. Vous voyez ? Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc, il faut travailler sur les deux niveaux. Le premier, faire que l'assistanat soit vraiment limité au maximum et obliger les chômeurs à reprendre un travail. Il y a près d'1 million d'emplois d'offres d'emploi non satisfaites. Tous les jours, je vais voir des chefs d'entreprise qui me disent on n'arrive pas à recruter. Ce n'est plus admissible. Et d'autre part, il faut absolument relever le salaire net. Il y a un vrai problème en France, c'est que le SMIC est trop haut pour la concurrence mondiale et qu'il est trop bas pour vivre. Nous devons absolument sortir de ce dilemme et nous devons en sortir en allégeant notre protection sociale. Comme je l'ai dit, il y aurait d'autres développements sur la retraite, sur la gestion contre la fraude fiscale, etc. On pourrait travailler beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, il faut alléger notre protection sociale pour permettre des baisses de charges significatives qui permettent à nos entreprises de mieux rémunérer le salaire net, qu'il y ait un meilleur écart entre le salaire net et le salaire brut, qui est absolument le salaire net étant trop faible. Donc vous voyez, il y a toute une action, il y a de multiples actions qui doivent converger, mais vous avez raison sur la philosophie, c'est vraiment les deux axes que nous devons promouvoir et défendre. Merci beaucoup. Une question de ce côté-là, sur votre droite, madame. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonsoir, madame. Je suis très émue de vous parler. Moi aussi. Bravo. Bravo pour votre courage d'abord. Je vois que vous êtes amateur de compliments. Enfin, vous aimez ça, donc je vais vous en faire un ou deux. Me prenez pas par mes points faibles. Mais non, mais c'est bon signe, je trouve. Bravo pour votre courage, pour votre intelligence, pour votre amour de la France qui fait tellement chaud au cœur. Vraiment, vraiment, merci. Merci, madame. Arrêtez, parce que les journalistes vont dire que je vous ai payé. Alors... Non, j'ai laissé mon mari et mes enfants pour venir. Alors voilà ma question, qui est un peu moins légère peut-être.
Vous citez souvent, c'est Malraux, je crois, qui dit la nature d'une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Absolument. Ma question est, quel est l'avenir de la civilisation française lorsque la majorité des Français disent ne plus avoir de religion? Vous posez au-delà du badinage sympathique du début, vous posez une question d'une profondeur abyssale. On pourrait passer des heures à réfléchir avec vous sur la déchristianisation, sur les causes, les conséquences, la déchristianisation française, les responsabilités de Voltaire, la responsabilité de la Révolution. Je pense que l'on pouvait, et l'Italie le prouve par exemple, se séculariser sans se déchristianiser. Car ça finit par atteindre notre identité, car, comme je le dis sans cesse, le christianisme est partie intégrante de notre identité. Et je dirais même que cette déchristianisation, même quand la christianisation subsiste, elle se retourne même contre nous. Vous savez, je vous citais tout à l'heure dans mon discours Chesterton, qui évoquait le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. Il avait une autre formule qui me plaît beaucoup. Il disait, quand on ne croit plus en Dieu, c'est pas qu'on ne croit en rien, c'est qu'on croit en n'importe quoi. Et c'est aussi notre problème. C'est-à-dire que nous sommes perdus, en vérité. Mais nous devons faire avec. En même temps, vous savez, il faut pas se leurrer. L'identité subsiste, l'identité chrétienne subsiste, même au-delà de la déchristianisation. Je veux dire par là que nous sommes restés chrétiens. D'ailleurs, l'humanisme dont je parle et qui se retourne contre nous est un héritage du christianisme. Nos valeurs, dont nos belles âmes se repaissent tout en tapant sur l'identité chrétienne de la France, sont le produit de ce christianisme. Elles n'existent pas dans les autres continents qui ne sont pas chrétiens. La notion même de citoyenneté est le propre de notre univers qui a mêlé l'influence chrétienne et l'influence gréco-romaine. N'existe pas dans le monde chinois, elle n'existe pas dans le monde indien, elle n'existe pas dans le monde islamique. Et il faut bien que vous compreniez, comme disait l'écrivain André Suarez, que même quand le français ne va pas à l'église, il a les évangiles dans le sang. Et il ajoutait, car lui, il écrivait ça dans les années 30 et il voulait nous avertir contre le danger nazi, mais vous allez comprendre que cet avertissement est de toute éternité, qu'il nous avertit contre tous les dangers totalitaires, qu'ils soient idéologiques ou religieux. Il ajoutait les pires erreurs que fait la France, c'est quand elle met du sentiment dans la politique. Et donc, nous en sommes là. Maintenant, si vous voulez, je pense que il nous faut quand même, c'est pourquoi je vous dis ça, vous avez compris, je ne vais pas d'un coup de baguette magique renvoyer les gens dans les églises. Je ne vais pas d'un coup de baguette magique leur donner la foi qu'ils ont perdue. Ça, c'est en dehors de mes capacités. En revanche, ce que je peux leur rappeler, c'est encore une fois l'importance, et l'importance même, c'est au-delà de l'importance, c'est quelque chose d'existentiel, de la présence du christianisme en France, comme disait le grand historien Michelet, qui était pourtant un grand historien de la Révolution française et qui n'était pas vraiment clérical. Il disait « Qu'est-ce que la France ? C'est une conquête de l'Église ». Donc je vais tout le temps rappeler ça et rappeler que effectivement nous ne pouvons pas supporter deux civilisations sur le même sol. Voilà.
Merci. Bonjour. Une dernière question là-bas. On va devoir arrêter notre séance de questions pour que vous puissiez aller à la dédicace. Et Eric dédicacera jusqu'au dernier bouquin, je crois. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, dernière question, monsieur. C'est parti. Bonjour, monsieur Zemmour. Je suis très impressionné de vous voir. Bonsoir, monsieur. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup d'estime pour vous et je suis très admiratif. Je suis ici. Ah, ça y est, je vous vois. Voilà, c'est vous qui me donnez envie de me lever le matin. Voilà, je suis assez dépité, en fait, j'ai mal à ma France quand je vois la France d'Emmanuel Macron. Où est la France de mon grand-père, celle de Marcel Mouloudji, celle de Charles Aznavour. Voilà, la France qu'on aimait tant. Douce France, comme disait Charles Trenet. Et moi, ma question, c'est une question simple de pouvoir d'achat. Moi, je suis ingénieur en informatique et je trouve que maintenant, on ne paye plus les ingénieurs. Tous ici, on est tous français. On a juste envie d'avoir un projet immobilier, de pouvoir manger correctement de la viande, du poisson, de pouvoir voyager, de pouvoir garder notre sécurité sociale. Mais comme Macron, lui, je pense qu'il a envie d'américaniser la France et d'arriver sur un modèle où la sécurité sociale va disparaître. On devra travailler 70 heures, on aura une retraite à 90 ans. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir et je pense que vous êtes le seul à pouvoir le battre. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez raison, vous posez une question fondamentale qu'on prend malheureusement toujours par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'on dit, on donne telle augmentation, tel candidat fait des promesses plus ou moins démagogiques. Et en fait, on ne le prend pas comme il faut. Ces problèmes de pouvoir d'achat sont le révélateur d'une tiers-mondisation de la France. Et d'une tiers-mondisation par sa population, on l'a compris, mais aussi par la puissance perdue de son économie, de son industrie. C'est parce qu'on ne produit plus assez, parce qu'on dépend trop de l'étranger, parce qu'on achète trop à l'étranger que nous avons des problèmes de pouvoir d'achat. On nous a longtemps prétendu le contraire. On nous a longtemps dit mais vous verrez, arrêtez de nous embêter, on va mettre toutes les usines en Chine et puis les produits seront pas chers. On s'aperçoit, et ça a marché pendant quelques années, on s'aperçoit que c'était un marché de dupes. Car aujourd'hui, tous les produits, nous sommes dépendants de tous ces produits et donc nous sommes à la merci de ces pays étrangers où nous avons délocalisé nos entreprises. Nous avons appauvri nos salariés puisqu'ils nous ont perdu leur travail, puisque nous avons transformé notre économie en une économie de service où, comme vous le savez très bien, les gens sont moins bien payés, où il y a moins de promotion sociale et finalement, nous avons fait un marché de dupes. Donc je pense que la première leçon que nous devons en tirer, c'est évidemment d'essayer de nous réindustrialiser pour produire mieux et pour enfin donner des salaires décents à nos salariés et une espérance de promotion sociale. Et maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas réexpliquer sur comment on baisse les charges sociales, comment on réduit la protection sociale. Je pense que ça, c'est notre boulet majeur. Nous devons également, je pense, avoir, vous savez, plus de capacité de travail. Je dis cela, non pas que chacun ne travaille pas. En revanche, collectivement, nous ne travaillons pas assez. C'est-à-dire que nous sommes le pays d'Europe où les jeunes rentrent le plus tard dans la vie professionnelle et où les gens de plus de 50 ans sont virés parce qu'ils sont trop chers, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne s'adaptent pas, soi-disant, etc. Je pense que nous devons absolument réduire cela. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de prolonger l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans, par exemple, qui nous permettrait de faire des économies de 20 milliards. Alors bien sûr, hein, je sais déjà qu'il faudra adapter cela pour les gens qui auront commencé plus jeunes, etc. Tout ça a besoin de négociations et d'adaptation. Mais en tout cas, je crois que c'est la direction. Il faut produire plus, travailler plus pour gagner plus. On pourrait d'ailleurs ressusciter cette mesure, mais la ressusciter complètement. Parce que Macron l'a ressuscité à moitié. Il a permis des heures supplémentaires qui sont exonérées d'impôts pour les salariés, mais pas pour les patrons.
Alors du coup, les patrons ne la proposent plus et les salariés ne la reçoivent plus. Donc il faut reprendre toute la mesure de Nicolas Sarkozy, qui était une très bonne mesure. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il faut sortir de la discussion démagogique sur moi je vais augmenter de temps, moi je vais doubler le salaire des professeurs, etc. Je pense que ça, c'est vraiment de l'électoralisme bas de gamme et qu'il faut, je suis sûr, moi, que les Français peuvent être pris pour des adultes et qu'on peut discuter avec les Français comme des adultes et leur dire voilà ce qu'on doit faire raisonnablement. Il n'y a pas que les Suisses qu'on nous donne toujours en exemple. Moi, je suis convaincu que les Français, si on les prend pour des adultes et qu'on discute rationnellement avec eux, sont tout à fait sensibles au discours de la raison et du travail et du mérite. En tout cas, je voulais vous dire un merci particulier à vous qui avez bravé. Voilà. Du coup, je me tais. Entendez-vous